Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition du soir sur la télévision du Monde. Une édition que nous ouvrons dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, pour parler de cette audience de Paul Biya à un émissaire du président Denis Sassou Nguesso. Le ministre des Affaires étrangères du Congo, Jean-Claude Ngakoso, était porteur d'une invitation de Denis Sassou Nguesso à Paul Biya. Retour cette audience dans ce reportage. Un hôte de marque reçu en audience ce samedi au Palais de l'Unité à Yaoundé. Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères du Congo, était porteur d'une invitation du président Denis Sassou Nguesso à l'endroit de son homologue du Cameroun, Paul Biya, pour prendre part à la conférence internationale organisée à Brazzaville le 24 octobre 2020 prochain. J'étais porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son frère et ami, son Excellence, M. le Président Paul Biya. Ces assises scientifiques importantes à plus d'un titre seront également l'occasion pour les chefs d'État africains de l'espace francophone, notamment ceux de la CEMAC, de porter un message à leur jeunesse, 60 ans après les indépendances obtenues par leurs pays respectifs. Brazzaville va abriter le 24 octobre de cette année un grand colloque. Universitaire certes, mais un colloque au cours duquel, ou à l'ouverture duquel, les chefs d'État vont s'adresser à la jeunesse africaine et au monde. Porter des messages d'espoir, surtout par ces temps où on voit ressurgir des phénomènes odieux comme le racisme, où on entend des propos totalement désobligeants à l'égard de l'Afrique. Est-ce que nous devons rester les bras croisés? Non. Nous n'acceptons plus la domination, nous n'acceptons plus l'humiliation. Et nos chefs d'État vont porter cette parole forte devant le monde, devant l'Afrique, devant notre jeunesse. Donc l'entretien a porté principalement autour de cette problématique du 60aire des indépendances, mais aussi des 80 ans de ce que l'Afrique centrale était finalement le refuge de l'honneur de la France qui avait été souillé par la défaite de 1940. Donc nous sommes là en plein dans l'histoire du monde. Fort de sa riche expérience dans la gouvernance publique, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, est vivement attendu à ces travaux de Brazzaville du 24 octobre 2020 prochain. Nous avons apporté une invitation, précisément une invitation à son Excellence, qu'il a reçue avec honneur et plaisir. Et nous espérons, vous savez, les chefs d'État ont des agendas très compliqués, mais nous espérons vivement que son Excellence sera là à Brazzaville parce que sa parole est très attendue. C'est un grand patriarche, la mémoire de notre sous-région, et son message est très très attendu à cette occasion-là. Avec cette invitation adressée à Paul Biya, Denis Sassou Nguesso vient ainsi réaffirmer la parfaite collaboration et coopération qui existe entre le Cameroun et son pays, la République du Congo-Brazzaville. Nous parlons à présent du concours de la ville la plus propre du Cameroun. Le concours est à mettre à l'actif du ministère de l'Habitat et de Développement Urbain. Le dit concours connaîtra son apothéose le 5 octobre 2020 prochain, jour de célébration de l'habitat au Cameroun et même à travers le monde. Et en prélude à cette célébration qui met en compétition les villes de Douala, Yaoundé et de Limbé, le gouverneur de la région du littoral s'est rendu sur le terrain, question de motiver et mobiliser les populations et les collectivités territoriales décentralisées à l'effet de se mettre véritablement à l'œuvre pour remporter le trophée mis en jeu pour cette compétition. Reportage. À Douala 2e, les populations des différents quartiers ont mis le cœur à l'ouvrage pour curer et nettoyer drains et caniveaux. Nous sommes en train de rendre la ville et le quartier et le désherbage un peu partout.
Notre objectif, c'est de rendre la ville propre. Une action d'assainissement soutenue par la mairie de Douala 2e. Et je pense qu'il a attiré notre attention sur toutes les zones à risque. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons eu moins d'inondations à Douala 2e. Et c'est un homme de vision. Il avait dit et nous l'avons exécuté. Et je pense que nous voulons que cela soit ainsi. On a toujours besoin de la chicotte et je pense que ça a marché. Dans l'arrondissement de Douala 5e, par exemple, le problème des inondations ici reste l'occupation anarchique des drains et des lits de rivière par les populations. Et d'écarter les populations sur les drains. Parce que ce sont eux d'abord qui créent tout ce bordel. Du fait qu'ils sont sur les drains, ils n'ont ni puisard, ni fosse septique. Donc ils déversent tous les ordures dans les drains. Eux-mêmes, ils ne sont pas en sécurité. Voilà le problème névralgique qu'on a touché de doigt. L'initiative est d'ailleurs saluée à juste titre par Samuel Dieudonné Ivan Diboua, gouverneur de la région du littoral, descendu sur le terrain pour se faire une idée précise de l'action menée par les populations et les collectivités territoriales décentralisées dans le cadre de l'assainissement des villes et la lutte contre les inondations enregistrées ces derniers temps. L'image que nous avons de ce drain aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 2 ou 3 semaines. C'était plein de plastique, de bouteilles jetées ici et là, des sacs parfois. Mais ce n'était pas du tout beau à voir. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est un drain rénové alors qu'il a déjà un certain temps. Donc nous voulons continuer à féliciter les populations. En tout cas, ils sont engagés à faire une lutte âpre contre la saleté dans ce quartier. Nous ne pouvons que dire félicitations. Et c'est également agi pour le numéro 1 de la région de toucher du doigt la mobilisation des populations et des mairies engagées dans le concours Ville Propre lancé par le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain. Le concours, effectivement, Ville Propre a été lancé le 5 août 2020 par Madame la ministre et ce concours s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'habitat qui se déroulera le 5 octobre 2020 ici à Douala et met en compétition 3 principales villes. Il s'agit de la ville de Yaoundé, de Douala et de Limbe. Vous avez constaté, nous avons tous vu ensemble que les caniveaux sont curés, les cadelles font des herbages, les mototaximans accompagnent l'acte du gouvernement. Au regard de ce que nous avons vu ce matin, l'engagement des populations, le dynamisme de toutes les femmes, les jeunes engagés. Nous pensons que Douala garde tous ces chances pour qu'au soir du 5 octobre, que le trophée reste ici chez nous. Au-delà de cette forte mobilisation, de nombreuses actions significatives restent attendues pour améliorer considérablement les conditions de vie des populations et faire de Douala la ville la plus belle et la plus propre du Cameroun, donc où il fait bon vivre. Nous rendons à présent dans le 4e arrondissement de Douala où il est question d'une querelle de désignation à la chefferie de Besséké dans le village de Bonasama. Le chef de la communauté musulmane de Bonaberi monte au créneau pour s'insurger contre cette désignation qui aurait dû être faite dans les règles de l'art, notamment la désignation d'un chef plutôt de quartier et non un chef du village de Besséké à Baba Tanko puisqu'il s'agit de lui est par ailleurs le fils aîné du sieur Tanko Amadou, décédé il y a plusieurs années déjà et qui est également le frère aîné de celui qui a été désigné chef du village de Besséké. Pour lui, il n'en est rien. Il profite d'ailleurs de cette sortie pour demander pardon au peuple de Bonasama, au peuple Sawa du littoral, mais également aux Camerounais. Tout entier reportage. Les sosume diani ala sulabo asama alangua tumbala ona bisosume ba pasif senyolo
Des paroles dites en langue locale par les membres de la communauté Haoussa de Bonaberi qui demandent ainsi pardon aux fils et filles du village Bonasama à Douala 4e et qui se désolidarisent de l'action menée par l'un des leurs, le nommé Sieur Amadou Tanko Kami, récemment désigné par l'autorité administrative chef de 3e degré de Bisseke à Bonaberi. Ce n'est pas toute la communauté musulmane qui est derrière ce problème. Le problème, c'est un problème d'un individu qui s'est autoproclamé ce qu'il est. Donc nous, communauté musulmane de Bonaberi ici, nous ne sommes pas dans cette histoire-là. Il y a un adage qui dit que on ne peut pas faire à ce que là où tu gardes tes calebasse de vin et c'est toi qui lances encore les pierres là-bas. Nous n'avons pas, nous, de problème. Cette désignation administrative avait alors, le 4 septembre 2020 dernier, suscité le courroux des fils et filles de Bonasama, sortis pour manifester leur mécontentement. Face à cette colère du peuple de Bonasama, le chef de la communauté Haoussa de Bonaberi exprime son indignation. Baba Tanko, puisqu'il s'agit de lui, apporte quelques précisions. Je suis le père de famille. Le chef de Bonasama m'a reconnu comme le chef de la communauté musulmane Haoussa de Bisseke, Bonaberi. Il y a l'autre qui est mon petit frère, qui est Yakoubou. Il y a l'autre qui est chef de quartier de Bisseke 2. Donc, entre-temps, parce que mon petit frère, normalement, devait être le chef de quartier de cette zone-là. Donc, c'est ça qui crée le problème. Une sortie du frère aîné du chef désigné, Amadou Tanko Kami, qui à son tour présente sa version des faits. Je suis chef de 3e degré de Bisseke depuis le 11 juin 2013. Suivant arrêté préfectoral numéro 159. Et j'hérite de la chefferie de mon feu père. Feu père est mort en 2011. Et il y a eu des problèmes. Et lorsque papa est décédé, plus tard j'ai été, après le vote entre mon frère aîné et moi, je suis devenu le chef, 3e degré. À la place de mon feu père, et j'ai eu mon arrêté le 11 juin 2013. Au-delà de la querelle familiale devenue publique et surtout vu la tension qui prévaut depuis quelques jours à Bonaberi et précisément à Bisseke, la communauté musulmane de Bonaberi appelle à la paix et à la patience des uns et des autres. Je demande toutes les Camerounais de savoir qu'il y a la paix, on veut la paix dans ce pays. Donc je demande à la communauté Douala de nous pardonner de tout ce qui s'est passé. Même si la tension reste perceptible à Bisseke et au village Bonasama, Baba Tanko et l'ensemble de la communauté Haoussa appellent à la prière, mais davantage à la clairvoyance de l'autorité administrative. Naso adawo baya don Allah don annabi yan uwana ku sauko kuma da komai baya a zauna lafiya. Nagode. À Yaoundé, c'est la gendarmerie nationale et les transporteurs urbains qui se concertent, une concertation notamment qui s'est tenue au camp EYAP de la gendarmerie nationale, un dialogue qui permet ainsi aux responsables de la gendarmerie nationale, précisément de la première région de gendarmerie et des transporteurs de se mettre ensemble pour faire l'état des lieux des incompréhensions enregistrées entre les gendarmes et ces transporteurs, notamment ceux des corridors Douala Bangui, Douala N'Djamena, Amambris Ngoma et Bertrand Angoula. Il n'y a pas de problème sans solution. Selon le général de brigade, commandant la première région de gendarmerie, Ouseni Djibo, qui présidait les échanges, l'assise avait pour objectif de discuter des obstacles qui entravent la libre circulation des personnes et des biens sur les corridors Douala N'Djamena, Douala Bangui et réfléchir à des améliorations futures. Avant ces mesures, un certain nombre de dispositions ont été prises, notamment la mise en place du guichet unique. On a pensé que ça pouvait résoudre le problème. On a pris encore d'autres dispositions. En ce qui concerne la circulation, le contrôle intempestif, on a fait un programme mensuel de circulation routière. On a fait des checkpoints pour satisfaire les syndicalistes. Mais jusque-là, le problème est resté intact à cause de notre mauvais comportement. Et la hiérarchie a estimé qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on remette le problème sur le terrain en invitant les hommes qui sont sur le terrain à prendre les responsabilités. Et ça doit se passer dans toutes les régions, mais nous sommes engagés dans un processus qui va continuer pour qu'en fin de compte,
que la haute hiérarchie ne se plaigne plus. Les transporteurs routiers ont souvent dénoncé la multiplication abusive des postes de contrôle de gendarmerie, l'arnaque et le rançonnement des conducteurs de transporteurs, les interpellations injustifiées des conducteurs, entre autres. Il y a beaucoup de difficultés que rencontrent les transporteurs dans ces corridors Douala jusqu'au Tchad, jusqu'à N'Djamena. Donc dans ce cas, nous souhaitons à la tenue de cette réunion pour qu'une solution définitive soit trouvée dans tous ces problèmes-là. Pour le corridor Douala-Bangui, par exemple, c'est plus de 80% de l'import-export de la République centrafricaine qui passe par le Cameroun. Il est donc urgent d'apporter des solutions efficientes pour un écoulement facile et rapide des marchandises dans le corridor. Notre souci en tant qu'organisme de gestion des fret, c'est qu'il y a une symbiose entre d'un côté les transporteurs et de l'autre côté l'administration pour que la circulation puisse être fluide sur le corridor Cameroun-Centrafrique. C'est notre souci. Parce que s'il y a grève, ça bloque également nos activités au niveau de la gestion du fret terrestre. Que ce soit du côté centrafricain, que ce soit du côté camerounais, que ce soit du côté tchadien. À l'issue de cette rencontre, des recommandations prises vont certainement jouer un rôle central dans la facilitation du transit sur les corridors Douala, N'Djamena et Douala-Bangui. Nous poursuivons cette édition de l'information nous intéressant à cette autre actualité. Bientôt, de nouvelles populations sur l'ensemble du triangle national, telle est la quintessence d'une décision prise par le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalebibé Masséna, qui entend ainsi rendre plus moderne ce précieux document pour les conducteurs de véhicules. Zobel Poulinembon et Patrice Foucault. C'est une véritable révolution apportée dans le secteur de transport au Cameroun par le ministre Jean-Ernest Ngalebibé Masséna. La mutation du système de production et de formalisation de la carte grise. Il est à noter que les pièces telles la carte nationale d'identité, tel le permis de conduire, se faisait d'abord sur les cartons ordinaires. Alors, il était temps que cette innovation se fasse également pour ce qui est de la carte grise. C'est pour des besoins de sécurité que ce nouveau document, qui possède plus de propriétés que les anciennes cartes grises, sera bientôt mis en circulation. La nouvelle carte grise est dotée d'un code QR, code à partir duquel on peut identifier des cartes grises authentiques et faire la différence avec des fausses cartes grises. Elle est plus sécurisée, elle ne se déchire pas, elle résiste aux intempéries. Les conducteurs des véhicules apprécient déjà à juste titre cette innovation, mais restent tout de même inquiets en ce qui concerne les tracasseries qu'ils pourront rencontrer pour leur obtention. Et le grand problème, c'est qu'il n'y ait pas de tracasseries pour remplacer les anciennes aux nouvelles. Parce que si aujourd'hui, on nous dit qu'il y a les nouvelles cartes grises et qu'il faut que j'apporte l'ancienne carte grise et qu'il faut une autre tracasserie pour entrer en possession, c'est là où finalement ça n'aura pas de valeur. Face à cette inquiétude, le délégué régional des transports pour le littoral rassure. Les nouvelles cartes grises avec les nouvelles imprimantes se produisent en série. Les anciennes cartes grises étaient produites l'une après l'autre, ce qui n'est pas le cas pour la nouvelle application. La nouvelle application produit 15 cartes grises en série. Donc en l'espace de quelques minutes, 15 cartes grises sont produites. Alors cela va limiter de longues attentes pour les usagers et même faciliter, n'est-ce pas, le temps abréger le temps de travail pour nous. Mais pour l'heure, les anciennes cartes grises resteront en circulation jusqu'à leur expiration.
Seuls les nouveaux dossiers des véhicules pourront bénéficier de la nouvelle carte grise. Parlons à présent du projet d'amélioration de l'efficacité de la dépense publique et du système de statistiques pour lequel le gouvernement de la République a opté pour la mise en route d'un document guide de préparation du budget d'investissement en public. Les administrations sectorielles y afférentes ont d'ailleurs discuté à cet effet dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Il est question de mieux s'approprier le dit guide qui devrait être mis en route par le gouvernement de la République, Amangris Ngomo et Elvis Ngwe. L'objectif de cet atelier est simple. Faciliter la compréhension du contenu du document guide de préparation du budget d'investissement public dans une logique de renforcement des capacités. Pendant 48 heures, les participants, encadrés par les équipes techniques des ministères en charge des finances et de l'économie, seront entretenus sur plusieurs thématiques, à savoir les fondements de la réforme de la préparation du budget d'investissement public, le calendrier budgétaire de l'État, la sélection des projets d'investissement public, la technique de préparation des crédits détaillés du BIP et la méthodologie de budgétisation des crédits spécifiques. Aujourd'hui, nous démocratisons la manière de préparer le budget d'investissement public pour davantage renforcer la prise en main au niveau de l'administration au regard de la mobilité que nous connaissons du personnel de l'État. Donc, avec ce qui, effectivement, tout personnel doit être à même de savoir quelles sont les attentes en matière de préparation du budget d'investissement public, dépendamment du secteur. À travers des exposés pratiques, il sera question pour les participants de s'approprier les éléments ayant conduit à la réforme apportée dans la préparation du budget d'investissement public et les résultats attendus, de maîtriser les étapes nécessaires à suivre pour une meilleure préparation du budget d'investissement public, de mémoriser les démarches à suivre pour un meilleur encadrement de la sélection des projets et la budgétisation des dépenses d'investissement public. L'idée est d'aboutir à un outil informatique qu'on appelle outil de sélection qui va pouvoir déjà tamiser, avoir la plupart pour l'ensemble des départements ministériels les projets qui peuvent être éligibles au budget d'investissement public pour que par la suite donc les comités qui doivent prendre la décision puissent décider en ayant une base solide d'information. Le directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics au Minepat, Isaac Tamba, a exhorté les participants à tout mettre en œuvre pour tirer le meilleur parti de cet atelier. Nous mettons à présent le cap dans la région de l'ouest du Cameroun, précisément dans le département de la MIFI, un département qui vient de recevoir un grand coup de pouce dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Un matériel de sécurité a donc été mis à sa disposition par le ministère de l'administration territoriale. Il est davantage question de mieux renforcer leur capacité opérationnelle sur le terrain. Patrick Moignon et Herbar Kwamo sur le terrain. Des lampes torches, des sifflets, des bottes, des téléphones portables, des chasubles, des gants, des imperméables, des lunettes sont là le contenu du kit matériel remis au sous-préfet des 3 arrondissements que compte cette unité administrative par le patron de ce département pour répartition aux destinataires que sont les comités de vigilance. Cet appui du gouvernement à travers le ministère de l'administration territoriale rentre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans le département de la MIFI. Le matériel du comité de vigilance vient à point nommé pour appuyer les différents comités de vigilance dans tous les quartiers de la ville de Bafoussam. Et vous savez, actuellement, au niveau des quartiers, il y a le grand banditisme qui continue à sévir et l'État nous appuie dans ce sens pour nous permettre davantage de lutter contre ce grand fléau au niveau des quartiers. Et donc nous sommes très contents de recevoir ce don du gouvernement qui désormais doit nous permettre de lutter davantage contre le grand banditisme dans le quartier, contre le grand tuerie qui actuellement sévit dans certains quartiers de cette ville. Ce matériel vient à point nommé renforcer les capacités opérationnelles de ces comités de vigilance sur le terrain face à l'insécurité qui fait progressivement son nid dans le département de la MIFI. Le préfet du département de la MIFI, Chaïbou, dans son allocution de circonstance, a encouragé les comités de vigilance pour le travail jusqu'ici abattu. L'autorité administrative leur a recommandé de toujours travailler en collaboration avec les forces de maintien de l'ordre.
Le département de la MIFI entendant ainsi à travers ce matériel didactique mis à sa disposition par le ministère de l'administration territoriale tordre le cou de manière significative à l'insécurité qui bat son plein dans cette partie du triangle national. Nous parlons également de sport et notamment des Jeux Olympiques Tokyo 2021. Le gouverneur de Tokyo rassure quant à la tenue de cette compétition l'année prochaine malgré quelques conditions sanitaires qui restent encore à préciser autour de la pandémie de la Covid-19 qui dicte sa loi et qui continue de modifier le cadre des compétitions à travers la planète. Zobel Apollinaire Mboni. A été reporté d'une année à cause de la pandémie de Covid-19. Les Jeux Olympiques de Tokyo auront bel et bien lieu en 2021. Confirmation a été faite par Yuriko Koike, gouverneur de Tokyo. Elle l'a affirmé au cours d'une rencontre organisée mercredi dernier. Le gouverneur de Tokyo rassure quant à la mise en œuvre de toutes les mesures possibles pour garantir une meilleure prise en charge sanitaire de toutes les délégations qui seront présentes à ce rendez-vous. Elle a par ailleurs tenu à transmettre ses encouragements à tous les athlètes qui ont un temps soit peu pris un coup sur le plan physique, mais aussi en termes de motivation, eux qui avaient axé leur préparation sur les Jeux prévus cet été, initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020. Après annulation, le 7 septembre dernier, John Quates, responsable de la coordination des JO, a rassuré que ceux-ci auront bel et bien lieu l'année prochaine avec ou sans coronavirus, en confirmant le début pour le 23 juillet 2021. Officiellement appelés Jeux de la 32e Olympiade de l'ère moderne, les Jeux Olympiques de Tokyo sont les deuxièmes d'été organisés par Tokyo après ceux de 1964. Plus de 10 000 athlètes appelés à rivaliser d'adresse en plus de 300 disciplines sont attendus à ce rendez-vous. À l'international, nous nous rendons en République démocratique du Congo où au moins une cinquantaine de personnes sont considérées comme des victimes enregistrées à la suite de l'effondrement du mine d'or. Ils se sont rassemblés au-dessus du puits qui a avalé au moins 50 des leurs. Ces habitants de Kamituga, à l'est de la République démocratique du Congo, attendent désormais que la mine veuille bien les recracher. Vendredi, des pluies diluviennes font déborder une rivière proche de cette mine d'or artisanale. Selon un témoin, l'eau s'est alors engouffrée vers 3 tunnels. Les mineurs artisanaux qui s'y trouvaient n'ont pas pu sortir. La pression de l'eau était trop forte. Elle a fait s'effondrer un mur sur les travailleurs. Les habitants et les mineurs sont encore sous le choc. De nombreux jeunes figurent parmi les victimes. Ils sont plus de 50 personnes à être morts dans le puits. Mais nous connaîtrons le nombre exact de corps quand nous les aurons tous extraits. Il y avait bien plus de 50 personnes lors de l'effondrement. Il y a eu seulement 4 rescapés jusqu'à présent. Au moins 30 personnes sont encore introuvables. Tout est plus difficile avec la boue et le sable, mais on tente quand même. Les conditions d'accès et de travail sont difficiles dans les mines artisanales d'or en RDC. Dans la région du Sud-Kivu, les accidents et les dégâts sont fréquents. Nous reparlons de la situation politique au Mali, une situation qui fait état d'un coup d'État qui a renversé le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Au lendemain de ce coup d'État, des concertations ont été initiées avec toutes les forces vives et parties prenantes de la classe politique du Mali. 3 jours de concertation. À la fin de ces 3 jours, que peut-on retenir véritablement de cette mise en œuvre? Tentative de réponse de nos confrères. Nous en savons un petit peu plus sur les contours de la transition qui se dessine ici au Mali. Dans la salle du Centre international de conférence de Bamako, un document vient d'être distribué. C'est la charte de la transition. Ce document, sauf amendement de dernière minute, prévoit une transition de 18 mois avec à sa tête un président, un conseil national de transition, mais aussi un gouvernement. Nous avons rencontré Mahamadou Diawara. Il est membre du comité d'experts qui a fait la synthèse de ces concertations de ces derniers jours. Les populations maliennes réunies dans ces concertations ont réaffirmé la volonté d'avoir l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État et la possibilité également pour les Maliens de pouvoir décider de ce qu'ils estiment être juste pour le Mali
sans nécessairement être soumis, n'est-ce pas, à un diktat venant d'ailleurs. La personnalité qui présidera cette transition n'est toujours pas connue. Nous ne savons toujours pas si ce sera un civil ou un militaire. Seule chose que nous pouvons dire pour le moment, c'est que les différents chantiers de ces organes de la transition sont nombreux. La sécurité, la réforme de la Constitution, l'éducation et la lutte contre la corruption sont les priorités, les grandes priorités qui ont été annoncées par les délégués de la société civile et des partis politiques lors de ces concertations qui se tiennent depuis jeudi. Et puis avant de refermer cette édition de l'information, rendons-nous aux États-Unis d'Amérique où c'est une belle victoire diplomatique pour le président américain Donald Trump, déjà en mal dans les sondages en vue de la présidentielle, mais tout de même, le président américain enregistre de bons points dans le cadre de la crise qui opposait jusqu'ici Israël et Bahreïn. Flanqué du vice-président et de ses proches conseillers, Donald Trump savoure le moment. Le président américain, fier d'annoncer depuis son bureau ovale l'accord de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et Bahreïn. L'attitude des dirigeants de ces deux pays prouve que l'avenir peut être rempli d'espoir et n'a pas à être prédéterminé par des conflits du passé. Il se passe des choses au Moyen-Orient que personne n'aurait pu envisager. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donald Trump satisfait. Les tractations menées par son secrétaire d'État Mike Pompeo au Moyen-Orient en août dernier portent leurs fruits aujourd'hui. Un mois après les Émirats arabes unis, Bahreïn est le deuxième pays du Golfe qui rentre dans le processus soutenu par Washington. Il y a un certain tournant stratégique et culturel qui est en train de s'engager. La stratégie américaine est payante. D'un côté, on est en train de contenir l'Iran et de l'autre côté, on met sous le parapluie américain des pays qui étaient jadis alliés certainement à Washington, mais cette fois-ci, il y a un club d'alliance qui se fait aussi avec Israël. Désormais, un peu moins isolé, Israël, par la voix de son Premier ministre Benyamin Netanyahou, rend hommage à son fidèle allié. Tous ces accords sont conclus avec beaucoup d'efforts en coulisses depuis des années, mais ils ont été réalisés avec l'aide importante de notre ami le président américain Trump, et je voudrais le remercier, ainsi que son personnel, pour cette aide importante. Une nouvelle ère de paix. De son côté, l'autorité palestinienne condamne. Elle parle de coups de poignard de la part de Bahreïn. Une colère également exprimée par le Hamas dans la bande de Gaza, à l'image de ses quelques sympathisants brûlant des banderoles à l'effigie des chefs d'État américains, israéliens et bahreïnis. C'est la fin de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Merci surtout de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous.